Chapitre 31 « L'âme d'un héros » 13 mai, 7 juin 2005. En fin d'après-midi, Fawcett sortit de son bureau la mine grave et s'appliqua un sonorus pour attirer l'attention de l'assistance. Quand tous les aurores présents furent rassemblés autour de lui, il reprit une voix normale pour annoncer. « Je viens d'avoir Sainte Mangouste. Patrick Elderton a succombé à ses blessures. » Des exclamations horrifiées fusèrent, mêlées à des murmures coléreux contre les criminels responsables. Instinctivement, Harry se rapprocha d'Owen qui était resté immobile en apprenant la disparition de son partenaire. Le jeune Aurore était blême, les dents serrées. Il demeura figé pendant que leurs collègues commentaient entre eux l'événement. « Et Pritchard ?» demanda Harry à son commandant qui était resté près d'eux. « Comment va-t-il » ? « S'ils ne m'ont rien dit à son sujet, c'est que son état est stable, » lui répondit Fawcett. Harry reporta son attention vers son nouveau coéquipier. « Owen, » dit-il doucement, « tu veux boire quelque chose ?» Sans répondre, le jeune Aurore se dirigea vers la porte du QG. Harry jeta un regard interrogateur vers le commandant, qui lui dit à voix basse « Laisse, il a besoin d'être un peu seul. » À contre-cœur, Harry retourna vers son bureau, mais il n'arriva pas à se concentrer sur sa tâche. C'est avec soulagement qu'il vit revenir Owen. Le jeune homme était toujours très pâle, mais au moins, il n'avait plus l'air d'être sur le point de restituer son dernier repas. Peut-être était-ce ce qu'il venait d'aller faire, songea Harry. « Ce n'est pas de ta faute, » lui dit-il en étant certain que son ami se sentait coupable de la mort d'Alderton, tout comme lui-même se sentait responsable de l'état de Pritchard. On a fait ce qu'on a pu. Alors, pourquoi toi, tu as sauvé la vie du tien et réussi à le mettre à l'abri ? Demanda abruptement Owen. Moi, j'ai juste sauvé ma peau en le laissant mourir. Je savais ce que c'était, j'en avais déjà vu. Je savais ce qu'il fallait faire, pas toi. La première fois, moi non plus, je n'ai pas réagi comme il fallait. Si tu es là pour en parler, c'est que tu n'as pas t'emmerdé, lui répliqua Owen. Harry renonça à lui expliquer que c'était Hermione qui avait identifié le sortilège et qu'ils n'avaient eu la vie sauve que parce qu'ils avaient trouvé des balais dans la pièce où ils étaient piégés. « Tu sais bien que dans ce genre de circonstances, la chance compte beaucoup, » dit-il à la place. « Alors il est mort parce qu'il n'a pas eu de chance. Ce n'est la faute de personne, » répliqua Owen en haussant la voix, faisant se retourner les aurores les plus proches. « Ce n'est pas parce qu'on a un coupable qu'on se sent mieux, » lui répondit Harry. « Par contre, si tu arrives à te persuader que c'est de ta faute, tu vas morfler. Et ça ne le fera pas revenir. »« Comment il faut faire alors ?» demanda Owen au bout d'un moment, un ton plus bas. « Attendre que cela devienne supportable, » soupira Harry, désolé de ne pouvoir lui apporter de réconfort plus efficace. « Continuer en faisant de son mieux, » ajouta-t-il après réflexion. Ils terminèrent l'après-midi sans parler. Au moment de partir, Harry dit à Owen « Ne reste pas seul ce soir, tu dois voir Héloïse ?»« Je n'ai pas envie de lui imposer ça, » répondit son équipier. Harry avait appris par Ginny, qui le tenait de Ron, que la jeune femme avait fait une crise de nerfs lorsque le récit enjolivé de leur bataille contre le feu démon avait été publié dans l'édition spéciale de la soirée qui avait suivi le sinistre. Elle avait déjà perdu un fiancé et avait craqué en apprenant le danger qu'avait couru Owen. Elle avait été rassurée quand on l'avait prévenu qu'il n'avait que des brûlures superficielles, mais en était restée tellement ébranlée que ses patrons lui avaient donné quelques jours de congé. Elle était retournée chez ses parents. Harry comprenait que son coéquipier ne veuille pas faire peser son deuil sur son ami. « Viens chez moi alors » insista-t-il. « Tu as besoin d'en parler. »« C'est bon, je vais bien. De toute façon, ta femme n'a sûrement pas envie d'entendre ça. »« Elle a entendu pire, figure-toi. »« Ce n'est pas toujours facile de faire partie de mon entourage. » Sentant Owen faiblir, Harry le prit par le bras et l'entraîna vers les cheminées de l'atrium. Son ami eut un mouvement de recul quand Harry le poussa dans le conduit du réseau.
mais il lança quand même l'adresse du square Grimoire. Ginny se montra accueillante pour l'invité de son mari. Durant le dîner, elle raconta de la façon la plus cocasse possible sa journée chez sa mère, prenant soin de meubler le silence sans faire aucune allusion à l'incendie. Dès le repas terminé, elle prétexta la fatigue liée à son état pour monter dans sa chambre et laisser les deux aurores entre eux. Harry s'installa avec Owen au salon et lui servit du whisky pur feu. Au bout de quelques verres, son invité se laissa aller et les deux hommes parlèrent longtemps. Owen évoqua son ancien partenaire, fit part de son sentiment d'abandon et d'impuissance à l'idée qu'il était mort maintenant. Il confia aussi que depuis l'incendie, il ne pouvait plus voir de feu sans avoir des frissons et que prendre les cheminées lui demandait un effort considérable. Harry l'écouta et lui raconta les rêves qu'il faisait et l'impression que lui aussi aurait pu faire davantage et éviter tant de souffrances à Pritchard. Quand minuit sonna, il dit « Il vaut mieux que tu dormes ici. »« Non, je vais rentrer » articula difficilement Owen qui avait bu 2 fois plus que Harry. « Tu es incapable de donner correctement ton adresse. Tu vas te retrouver chez quelqu'un d'autre. »« Vais transplaner. »« Ce n'est pas possible d'ici. Et puis, tu n'es pas en état. Allez, mon elfe fait la meilleure potion anti-gueule de bois du monde sorcier. Tu me remercieras demain. » Owen haussa les épaules et se laissa guider vers la chambre d'amis. Il n'était plus très stable et la montée de l'escalier fut délicate. Essoufflé, Harry l'aida à s'asseoir sur le lit où Teddy dormait quand il restait au square Grimoire. Owen se laissa aller en arrière, les jambes pendantes hors du lit. Harry se pencha pour lui retirer ses chaussures. Il tangua un peu en se relevant. Owen regardait le plafond, les yeux remplis de larmes. « Tu sais que tu es dans l'ancienne chambre de mon parrain ?» demanda Harry pour lui changer les idées. « T'as un parrain, toi ?» s'étonna Owen en le lorgnant, comme pour évaluer qui pourrait prendre soin du survivant. « J'en avais un, oui. Sirius Black. » Owen fronça les sourcils. « Celui qui a fait sauter une rue pleine de moldus et qui s'est évadé d'Azkaban ? » Il n'a rien fait sauter du tout, mais il s'est évadé d'Azkaban. Et il est où maintenant ? S'enquit Owen. Il est mort, en me défendant contre des mange-morts. Fit Owen en ramenant son regard vers le plafond. C'est la maison familiale des Black, ici ? Demanda-t-il au bout d'un moment. Ouais, je sais que c'est dur à croire car on l'a pas mal réaménagé, mais si tu te sens d'attaque demain, tu pourras jeter un coup d'œil à la bibliothèque. Tu verras que je suis bien pourvue en bouquins de magie noire. Harry laissa les souvenirs de l'ancienne configuration de sa maison lui revenir et gloussa. Tu aurais bien plu au portrait de la mère de Sirius. Pour une fois que je n'amène pas de sang de bourbe chez elle. Il regarda son ami, certain qu'il n'avait rien compris à sa dernière phrase. Il ne fut pas obligé de s'expliquer. Owen dormait, la bouche ouverte. Harry prit une couverture dans un coffre et l'en recouvrit avant de regagner sa chambre. Ginny l'attendait en lisant au lit. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Mieux que lui. Son partenaire n'a pas survécu. »« C'est ce que je pensais. Ils ont annoncé qu'un Aurore avait succombé à ses blessures cet après-midi à la radio. » Harry sentit son estomac se nouer. Il s'assit près de sa femme qui le serra contre elle. « Il va s'en tirer, » murmura-t-elle, sachant qu'il s'inquiétait pour Pritchard. « On n'en sait rien, » répliqua Harry. « C'est vrai. Alors inutile de se ronger les sangs pour quelque chose qui n'arrivera peut-être pas. J'ai peur que, même s'il survit, il ne puisse pas revenir travailler, » avoua Harry. « S'il survit, ce sera grâce à toi, » lui rappela Ginny. « Pourquoi j'ai toujours l'impression de ne jamais en faire assez ?» demanda Harry. « Parce que tu as l'âme d'un héros, » affirma sa femme.
Harry ne se sentait pas au mieux de sa forme quand il redescendit le lendemain matin. Il déclina les œufs que lui proposa Miffy, se contentant d'un café bien fort. Il envoya l'elfe réveiller Owen et lui apporter un verre de potion pour soigner le mal de cheveux dont son ami ne manquerait pas de souffrir. Il fallut une demi-heure à l'inviter pour apparaître dans la cuisine, douché, sa robe défroissée par Miffy, l'œil pas très frais. « Thé ou café ?» demanda Harry. « Thé, » murmura Owen. « Dis, » continua-t-il après s'être lourdement laissé tomber sur une chaise. « Tu te crois drôle ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» s'étonna Harry. « Si mes souvenirs sont bons, tu as qualifié la mixture que m'a donnée ton elfe de meilleure potion anti-gueule de bois du monde sorcier. » « Je parlais de l'efficacité, pas du goût. »« Tu parles que c'est efficace. Ce truc est à vomir. » « C'est ce que tu as fait ?» demanda Harry factuel. « J'ai eu le temps d'atteindre la salle de bain si c'est ce qui t'inquiète. Ensuite, ta créature m'a consciencieusement obligé à reprendre une lampée. Et tu te sens comment maintenant ? Tu parles de la gueule de bois ou du reste ? Oublie la question, préféra abandonner Harry. Ginny fit son entrée, sanglée dans sa robe de chambre. Cette tenue faisait ressortir son abdomen gonflé bien davantage que ses vêtements de jour. Owen accusa le coup. « Si j'étais toi, j'attaquerais ton mari en justice. Il devrait avoir honte de t'avoir fait ça. » Elle se contenta de sourire et ôta la cloche posée sur son assiette pour maintenir son petit déjeuner au chaud. En voyant les œufs, les filets de hareng et les petits pois sur lesquels elle se jeta, Owen verdit et confia à Harry. « Finalement, c'est toi qui pourrais l'attaquer. » « Et encore, tu n'as pas tout vu. Elle mange des cornichons trempés dans le chocolat fondu à 10h. » Owen reconsidéra les formes rondes de Ginny, puis son assiette qui se vidait à vue d'œil, et énonça. « Peut-être que tu n'y es pour rien, Harry. » 2 jours plus tard, tous les aurores dont la présence n'était pas requise ailleurs se rendirent aux obsèques de Patrick Alderton. Joseph Williamson, ancien aurore qui enseignait maintenant à Poudlard, avait fait le déplacement. Celui-ci avait formé Alderton quand il était arrivé dans la brigade. Harry resta près d'Owen pour le seconder dans cette épreuve. S'inquiéter pour son ami lui permettait, en outre, de ne pas s'appesantir sur ses propres angoisses. Beaucoup de monde était présent, Alderton avait beaucoup de relations et une nombreuse famille. Ses parents, terrassés par le chagrin, étaient soutenus par les sœurs de l'aurore défunt. Hélène Alderton, sa veuve, était en grand deuil et tenait la main de son fils de 7 ans. Harry les connaissait de vue car le garçonnet avait l'âge de Teddy et se trouvait dans sa classe. Il n'était d'ailleurs pas rare que Patrick et lui discutent ensemble des progrès des 2 enfants. En arrivant devant eux, Harry ne put dire les paroles de condoléances qu'il avait préparées. Il espéra que son regard avait parlé pour lui. Owen, qui était juste derrière lui, ouvrit plusieurs fois la bouche sans qu'un son n'en sorte avant de murmurer un « pardon » qui fendit le cœur de Harry. L'épouse de l'aurore secoua la tête comme pour dire qu'il n'y avait rien à pardonner, et Owen partit précipitamment, bousculant Harry dans sa hâte de s'isoler de la foule. Harry le laissa prendre de l'avance, respectant son désir de solitude, mais le suivit à distance, répugnant à l'abandonner complètement. Owen finit par se laisser tomber près d'un arbre, où il resta prostré durant tout le déroulement de la cérémonie. Quand l'assemblée commença à se disperser, Owen se leva et revint vers Harry. « Tu devrais prendre ta journée, » lui dit Harry. « Pourquoi faire ?» demanda hargneusement son coéquipier. « Repasser en boucle dans ma tête le moment où il s'est fait attaquer par un monstre de flamme et durant lequel je n'ai pas bougé. Je n'ai même pas essayé de lancer un aguamenti. »« Ça n'aurait servi à rien, » lui assura Harry. « Tu as réussi à le ramener, ce n'est déjà pas si mal. Tu en as sauvé 4 autres. Et on a empêché toute la région de partir en fumée. On a fait ce qu'on a pu. Tu n'as rien à te reprocher. Si quelqu'un doit se sentir coupable, c'est celui qui a lancé cette saloperie de sort. » Owen ne répondit pas et Harry sut qu'il ne l'avait pas convaincu. Comment l'aurait-il pu,
alors qu'il ne croyait pas lui-même en ses paroles. Une semaine plus tard, Alicia retrouva avec plaisir son coéquipier, dont la jambe était maintenant complètement remise. Janice, Primrose Dagworth, Albert Hertz et Clancy Pilgrim étaient revenus le lendemain de l'enterrement de Patrick Alderton. Horatius Hepworth était sorti de l'hôpital, mais en convalescence chez lui, et Anthony Goldstein devait reprendre le collier la semaine suivante. Pritchard était désormais hors de danger, mais toujours maintenu endormi. Harry passait le voir chaque matin. Les recherches intensives des aurores et des policiers ne donnèrent aucun résultat. Ce fut Adam Montrainvest, le commissaire de police qui était chargé de leur faciliter le travail en dehors de la sphère sorcière, qui leur apporta un nouvel élément. Il a fait des recherches dans les différentes presses régionales en utilisant des mots-clés, leur expliqua Fawcett. Ne me demandez pas ce que c'est, je n'ai rien compris, si ce n'est que c'est une sorte d'index. Quoi qu'il en soit, il a repéré des articles intéressants dans le chroniqueur de Halloween, une feuille de chou locale. Les gens affirment que leur coin est hanté. Ils perdent le souvenir de plusieurs heures dans la journée quand ils passent dans le coin. Des personnes qui ont l'impression d'avoir vu des fantômes apparaissant et disparaissant brusquement. Des chiens hurlant à la mort. Une femme a tenté de donner le biberon à son mari en le prenant pour leur bébé. Cela ressemble beaucoup à des transplanages, repousses moldus, sortilèges de confusion et oubliettes. Heureusement, les moldus pensent que c'est quelque chose dans l'air ou dans l'eau du robinet qui crée des hallucinations collectives. Du travail en moins pour le service des excuses, commenta un Aurore. Comme nous n'avons pas d'autres pistes, on va quand même prendre ça au sérieux, continua Fawcett. J'ai demandé au département des transports de nous donner la liste de tous les bâtiments du coin raccordés au réseau de cheminettes. Nous allons aussi quadriller nous-mêmes la région au cas où ce serait une maison moldue sans issue sorcière. Nous avons à peu près 10 km² à contrôler. Il sortit une carte en relief qu'il posa sur un bureau pour laisser chacun l'observer. C'est assez désert comme coin, fit remarquer Primrose. On devrait en avoir vite fait le tour. Le terrain est drôlement accidenté, nota Harry. Pourquoi ne pas faire nos patrouilles emballées ? Ce sera plus facile de repérer d'en haut tous les bâtiments à visiter. Si on est vu par des moldus, ça ne va pas arranger nos affaires, opposa Alicia. Sans compter si ce sont les trafiquants eux-mêmes qui nous détectent. Si on se désillusionne, personne ne nous verra, assura Harry. Ce n'est pas vraiment légal, hésita Fawcett. Si on laisse ces bandits dans la nature et qu'ils blessent des moldus, le secret sera encore moins protégé, argumenta Harry. Il faudra quand même surveiller s'il n'y a pas d'avion qui passe par là, songea Michael. Si on reste entre 30 et 90 pieds, on a une bonne vue du terrain et on n'est pas trop visible du sol, précisa Harry. Et là, on est très en dessous des lignes régulières, sauf si on se trouve à proximité d'un aéroport. Évite de montrer ton expertise en la matière devant la police magique, conseilla Fawcett. Ça fera mauvais genre si on t'arrête pour vol illégal au-dessus d'une zone moldue. Bon, je vais réfléchir à ta proposition. Pour commencer, vous allez partir à pied. Il organisa les patrouilles par groupe de 4, avec pour directive de transplaner immédiatement en cas de danger. S'il trouvait quelque chose d'intéressant, il devait noter les coordonnées pour un transplanage ultérieur et rentrer au QG. On mettrait alors sur pied une troupe plus conséquente pour examiner les lieux. Harry et Owen se retrouvèrent avec Hilliard Hobday et Clancy Pilgrim. Le jeune Aurore fut assez décontenancé en constatant que les 2 vétérans lui avaient accordé implicitement le commandement de leur équipe. Il comprit qu'il avait gagné des galons au sein de la fournaise et qu'il ne lui restait plus qu'à faire de son mieux pour les assumer. Les 2 premiers jours furent pénibles alors qu'il parcourait les routes de campagne. Le terrain était accidenté et il devait faire attention à leurs faits et gestes pour ne pas faire d'impair avec les moldus qu'il rencontrait de loin en loin. Harry eut cependant une satisfaction. À l'hôpital, son partenaire s'était réveillé et il avait pu lui parler un peu. Il avait évité de parler de leur affaire en cours pour ne pas le fatiguer,
se limitant à lui demander comment il se sentait, lui transmettre les bons vœux de toute la brigade et l'écouter résumer les lettres que ses enfants lui envoyaient régulièrement de Poudlard. Son épouse ne l'avait pas encore informé de la disparition de Patrick Alderton et Harry tint sa langue à ce sujet. Après 3 jours sans le moindre résultat, ils obtinrent enfin l'autorisation d'utiliser leur balai. C'était un vendredi soir, mais Fawcett indiqua que tout le monde travaillerait les 2 jours suivants, car il ne pouvait se permettre de perdre du temps à ce stade de l'enquête. Au vu des physionomies qui l'entouraient, Harry sut qu'il n'aurait pas été le seul à se proposer pour la garde du week-end. Cela faisait 1 heure qu'ils avaient décollé, le dimanche, quand Harry sentit son poignet chauffer. Il déchiffra le message. Il devait rentrer au QG, signe qu'un lieu suspect avait été découvert. Le temps de trouver un endroit sûr pour atterrir, transplaner au ministère et prendre l'ascenseur, plus de la moitié de la brigade était déjà arrivée, le regard plein d'espoir. Fawcett était penché sur une carte avec Nat Proudfoot, le partenaire de Seamus Finnegan qui se tenait près d'eux, avec Primrose Duckworth et Michael Corner. Quand tout le monde fut là, Fawcett résuma la situation. Le groupe de Proudfoot avait découvert une grange qui avait affolé leur scrutoscope. Ils avaient décidé de ne pas lancer de sortilège détecteur de magie noire pour ne pas signaler leur présence aux éventuels occupants des lieux et de venir chercher du renfort. « Je sais que vous voulez vous venger pour le feu démon d'il y a 2 semaines, commenta Fawcett. Mais notre priorité est de mettre fin au trafic, pas seulement de saisir des marchandises et d'arrêter 2 ou 3 malfaiteurs. Il nous faut dans un premier temps vérifier que cet endroit contient bien les substances que nous recherchons. Nous devons aussi terminer de quadriller le secteur pour être certains qu'il n'y a pas de second lieu de stockage. Enfin, nous allons les laisser faire leurs allées et venues pour les identifier et même les laisser convoyer leurs produits jusqu'au point de départ prévu, pour savoir comment ils s'y prennent. Et s'ils nous filent entre les doigts, objecta Ian Plumpton. C'est un risque à prendre, trancha Fawcett. Michael Corner regardait le plan affiché au mur avec attention. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir les observer de loin, comme font les moldus avec des caméras. Ou mettre des micros, ajouta Angelina. On en apprendrait davantage qu'en interrogatoire. Il fallut expliquer ce qu'était une caméra et un micro. Oui, mais on n'est pas chez les moldus, riposta Seamus. De toute façon, les machines moldues ne marchent pas très bien dans les endroits sorciers, rappela Janice. Mais c'est quand même dingue que les moldus arrivent à faire des trucs qu'on ne sait pas faire, s'indigna Primrose Duckworth. On a la magie, nous. Il y a plein de choses qu'on n'a jamais pensé à développer justement parce qu'on a la magie, regretta Harry. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Sauf que nous avons besoin d'une solution aujourd'hui, riposta Seamus. Pas le temps d'essayer de copier des trucs moldus. Harry tenta de contrôler l'agacement que lui procuraient les tirades acerbes de Seamus. Il savait que celui-ci avait tendance à être cassant quand il était nerveux. Cependant, sa remarque n'était pas sans fondement. La bonne question à se poser était donc quel procédé magique existant déjà permettait de surveiller un lieu à partir d'un autre. À peine eut-il formulé cette interrogation que la réponse devint évidente. « Je sais !» s'exclama-t-il. « Si 2 portraits représentent la même personne, celle-ci peut passer d'un lieu à l'autre instantanément et nous servir d'informateur. »« Un tableau ?» s'étonna Angelina. « Il n'y a sûrement pas de tableau dans la grange », opposa Seamus. « On peut en cacher, hein ?» proposa Harry. « Mais oui, ma grand-mère m'a raconté que sa belle-mère l'a espionné pendant des années de cette façon, » s'exclama Alicia. « Vous avez toujours ces tableaux, jumelés dans la famille ?» espéra Harry. « Oh non ! Quand ma grand-mère a compris l'embrouille, elle a brûlé le portrait qui était chez elle et elle n'a plus jamais reparlé de sa vie à mon arrière-grand-mère. »« Quelle histoire !» s'exclama Angelina. « Bon, ça ne nous donne pas de tableau, » coupa Seamus. « Dis, cette capacité des portraits, ça ne te rappelle rien ?»
demanda Horatius Hipworth à Fawcett. Oui, on a déjà pensé à l'utiliser comme ça, non? Mais la personne surveillée a porté plainte et le Magen Mago a annulé toute la procédure. Du coup, on a laissé tomber l'idée. Mais si mes souvenirs sont bons, c'est parce que le tableau était placé dans un endroit privé, analysa Fawcett. Ce qui ne serait pas le cas d'une grange appartenant à un moldu et utilisée illégalement, s'exclama Hipworth d'un ton satisfait. La plupart des aurores avaient maintenant compris ce que les tableaux apporteraient et commentèrent l'idée avec animation. Finalement, Fawcett lança une bordée d'étincelles avec sa baguette pour attirer leur attention. « Bon, c'est une idée prometteuse. En attendant de voir si on peut la mettre en pratique, il faut commencer par repérer les lieux. 3 d'entre vous tenteront de ménager une ouverture dans le toit et, si possible, se glisseront à l'intérieur pour cartographier la disposition de l'endroit, vérifier la présence des marchandises et en évaluer le volume. Vous serez 12 en faction, à proximité pour intervenir en cas de pépin. Les autres resteront au QG, prêts à y aller à leur tour si on les appelle. Hertz, tu as le commandement ici. Je te laisse Finnegan qui a les coordonnées de transplanage. Hipworth dirigera l'arrière-garde sur place. Davenport, tu mènes l'action sur le toit avec Johnson et Spinett. « Pourquoi que des bonnes femmes ?» protesta Muldoon. « Elles sont plus légères, » expliqua Fawcett. « On les entendra moins quand elles se déplaceront. Mesdames, les consignes sont de ne prendre aucun risque. Vous vous désillusionnerez et votre mission se limitera à observer les lieux et trouver le meilleur point pour placer notre tableau. » « Elles pourraient prendre des photos, » suggéra Obday. « Seulement si elles sont certaines que le bâtiment est vide, » précisa Fawcett. « Je ne veux pas qu'elles soient repérées par le bruit et la lueur du flash. Bon, c'est parti. » Harry fut heureux de faire partie de la troupe qui était stationnée autour de la grange. Ceux qui restèrent au ministère faisaient grise mine, mais ils comprenaient le bien-fondé de la décision de leur commandant. Inutile de se faire remarquer avant d'être en position de faire des arrestations intéressantes. Une fois tout le monde en place, c'est caché sous le couvert des armes que Harry vit une tuile de la grange glisser en douceur, puis plusieurs autres être écartées. Une demi-heure passa, qui mit les nerfs de chacun à rude épreuve, puis les tuiles reprirent leur place, et quelques minutes plus tard, la voix de Janice s'éleva. « C'est bon, on a tout !» Hipworth laissa 2 aurores en faction, et toute la troupe se replia au QG pour écouter le compte-rendu des exploratrices. « C'est bien ce qu'on cherche », confirma Janice, en guise de préambule. « Il y avait une caisse ouverte, remplie d'œufs de dragon. Les lieux étaient vides et on a pris toutes les photos qu'on a voulu, y compris des mâles. On n'a pas tenté de les ouvrir, au cas où il y ait dessus un sort pour les sécuriser. Tout semble avoir été posé là à la va-vite. Il y a même un tracteur moldu repoussé dans un coin et des bottes de paille qui nous ont aidés à descendre sur le sol. On a repéré un coin de charpente qui donnera une bonne vue sur l'endroit où sont entreposées les marchandises. On a marqué la tuile qui est juste au-dessus. »« Parfait, » dit Fawcett. « Venez, j'ai quelqu'un à vous présenter. » Ils le suivirent dans son bureau où 2 nouveaux tableaux avaient été pendus au mur. Sur l'un d'eux se trouvait un sorcier à l'aspect terne dont la robe avait pratiquement la même couleur que le fond de la toile. « Je vous présente l'aurore Julian Fleming », indiqua Fawcett. « Il a été commandant des aurores entre 1939 et 1964. Ses renseignements ont permis l'arrestation de nombreux partisans de Grindelwald. » L'aurore en peinture les salua d'un bref signe de tête, puis disparut. Il fallut plusieurs secondes à ses interlocuteurs pour le repérer dans l'autre tableau. Je lui ai expliqué l'affaire en cours et il a accepté de nous aider. Nous le mettrons en place demain. Quand, le soir même, Harry passa à Sainte-Mangouste, il eut la satisfaction de voir Pritchard en meilleure forme. Il était désormais assis dans son lit, le teint moins pâle que la veille, le regard bien éveillé. Cette fois-ci, il voulut que son visiteur lui dise où en était l'enquête. Harry lui en narra les derniers rebondissements. « Vivement que je sorte d'ici. Ils vont voir de quel bois je me chauffe, » grogna Pritchard. « Je veux que ces salopards paient pour ce qu'ils ont fait à Patrick. » Harry se sentit soulagé de ne pas avoir à lui apprendre lui-même la nouvelle. Par contre,
Son partenaire semblait inconscient du fait qu'il ne reprendrait pas son poste de sitôt. Il croisa le regard de l'épouse de son mentor. Il vit qu'elle non plus ne croyait pas à un retour rapide de son mari dans la brigade. Il lui faudrait du temps pour être de nouveau capable de revenir parmi les aurores. Le lendemain, on demanda des volontaires pour rester surveiller la toile qui demeurerait au QG et qui transmettrait les informations. Demelza et les 2 autres aspirants sautèrent sur l'occasion, leur statut les ayant jusque-là cantonnés aux troupes gardées en réserve. Harry leva résolument la main pour être désigné pour poser le tableau dans la bâtisse, mais une fois de plus, le choix se porta sur des éléments féminins. Désormais, au lieu de se poster derrière les arbres pour surveiller les lieux, les aurores se succédaient dans le bureau du commandant. Plusieurs jours passèrent sans que personne ne se présente près de la grange. Plusieurs incidents moldus furent rapportés par la presse locale, preuve que des sortilèges à leur rencontre étaient toujours actifs dans les environs. Harry se rongeait les poings. Il supportait mal l'inaction entraînée par cette attente. À l'hôpital, Pritchard, les jambes amaigries, réapprenait à marcher, lourdement appuyé sur sa femme ou sur une infirmière. Il demandait à corps et à cri qu'on lui rende sa baguette, mais les médecins le lui refusaient. Il voulait qu'il concentre toutes ses forces à récupérer sa motricité avant de se risquer à faire de la magie. De son côté, Harry n'avait plus refait de cauchemars, mais il sentait l'anxiété de Ginny lorsqu'il partait travailler. Elle prit l'habitude d'aller dormir chez ses parents quand la période de garde de son mari tombait pendant la nuit. Elle ne disait rien à Harry pour ne pas le troubler, mais il remarquait ses yeux inquiets lorsqu'il lui disait au revoir et son soulagement quand ils se retrouvaient. Dans son 8e mois de grossesse, Ginny ne bougeait plus tellement, se contentant de prendre l'air dans le jardin du terrier ou sur la falaise de la chaumière aux coquillages, l'atmosphère du large la revigorant. Ses frères et ses belles-sœurs passaient souvent la voir, et il n'était pas rare que Harry la trouve en bonne compagnie quand il rentrait chez lui. Enfin, dans la nuit du 6 au 7 juin, une semaine après la pose du tableau, le bracelet de Harry chauffa à 5 heures du matin. Il sauta sur ses vêtements en prenant bien soin de ne pas réveiller Ginny et se dépêcha de prendre la cheminée pour le ministère. De là, il transplana dans une clairière à proximité de la grange des malfaiteurs qui devait leur servir de poste avancé. Il savait que son commandant était dans son bureau, évaluant la situation pour décider quelle attaque ils allaient mener. Durant les 8 jours de délai, ils avaient évoqué un certain nombre d'hypothèses et décidé quelles actions effectuer en réponse. Harry avait montré à tous le sort qui tenait les flammes des feux démons à distance et la façon de les éteindre définitivement. Ils avaient répété ensemble, sous le commandement de Fawcett, les divers enchaînements qu'ils seraient susceptibles d'avoir à exécuter. La tension était forte parmi les aurores, attendant les ordres. Ils étaient tous baguettes au clair, certains répétant silencieusement les directives pour ne pas se tromper plus tard. 3 d'entre eux levèrent nerveusement leurs armes quand Demelza Robbins, qui était de faction ce soir-là et servait d'estafette, apparut près d'eux. « Ils sont arrivés directement dans la grange en transplanant, » leur apprit-elle. « Ils sont 6, et ils semblent trier les marchandises et les enchanter pour leur donner des apparences anodines. Le commandant pense qu'un départ est imminent. Au signal, on lance l'opération numéro 2. Encerclement, anti-transplanage, assaut. » Un frisson d'excitation courut dans les rangs. « Retourne à ton poste, » intima Janice à Demelza. Cette dernière grimaça mais obtempéra. Quelques secondes plus tard, les badges envoyèrent le signal. La clairière se vida.